Je suis entré par la porte latérale à 6h12. La serrure électrique a cédé au passage de mon badge bénévole, mémoire et cérémonie. Le bip a été net, aucun agent à l'accueil. Le hall sentait le produit d'entretien et le café froid. La boîte d'archives était dans mon sac cabas, calé entre un paquet de compresses et un flacon de collyre. Carton gris, étiquette neuve, typographie de la mairie. À l'intérieur, 3 chemises, du papier jauni scanné puis réimprimé, un plan cadastral et une copie d'un registre paroissial que personne ne consulte plus depuis 20 ans. Je l'ai fabriqué pour qu'elle ressemble à un oubli administratif. Pas un document qui déclenche une alarme. Un document qui déclenche une question. À 6h18, j'ai traversé le couloir vers la salle 3B, commission mémoire. Les néons étaient encore en mode nuit. J'ai ouvert avec la clé pendue à mon tour de cou, la même que les autres bénévoles portent sans y penser. J'ai allumé une lampe de bureau. Je n'ai pas allumé le plafonnier. Sur la table, le dossier officiel de la cérémonie de 11h attendait. Ordre de passage, discours imprimé, liste des invités, plan de salle. Son nom était en gras, centré en haut, président d'honneur. 3 pages plus loin, une photo en noir et blanc, remise par son cabinet, costume sombre, médaille au revers, sourire maîtrisé. Une légende le qualifiait de témoin essentiel de la mémoire et de figure morale. Je l'ai vu à la télévision il y a 15 jours, sur une estrade entourée de lycéens. Il posait une main sur une stèle comme si la pierre lui appartenait. Il citait des dates, il parlait de transmission. Les journalistes notaient, les élus hochaient la tête, on lui offrait des micros, on lui offrait du silence. À 6h27, j'ai sorti la boîte de mon sac et je l'ai déposée dans l'armoire métallique A12 derrière les cartons des années précédentes. J'ai glissé son étiquette au bon endroit, entre déportation, témoignage et cérémonie, correspondance. Le classement avait un code couleur. Je l'avais mémorisé en 2 passages. Le piège n'était pas la boîte, le piège était la trace. J'ai ouvert le classeur de suivi des archives, celui que personne ne remplit avec attention. J'ai pris un stylo de la mairie, encre bleue. J'ai inscrit à la ligne du jour 06h29, dépôt exceptionnel, dossier annexe Opération N, à intégrer au discours, voir chemise 2. J'ai imité l'écriture de Martine, la secrétaire du service, celle qui oublie ses lunettes et signe sans lire. Je connais son geste, boucle large sur le M, barre du T trop courte. Je l'ai observée pendant des semaines, assise en face d'elle, à trier des invitations. À 6h35, j'ai replacé le classeur exactement dans l'angle où il se trouvait, parallèle au bord de la table, à 3 cm. J'ai essuyé la poignée de l'armoire avec un mouchoir en papier. J'ai remis le mouchoir dans ma poche. Je ne laisse pas de déchets. Dans le couloir, un bruit de chariot. J'ai coupé la lampe. Je suis resté debout, immobile, jusqu'à ce que le bruit s'éloigne. Mon téléphone vibrait en mode silencieux, une notification du groupe Commission Urgence. Je n'ai pas regardé tout de suite. À 6h48, je suis revenu au hall. J'ai retiré de mon sac une enveloppe Kraft, format A4, sans adresse, sans timbre. À l'intérieur, une copie d'une page de registre annotée à la main au crayon. Une seule phrase au bas. « Tu as oublié le nom du lieu. Moi pas. » Je l'ai glissé dans le bac du courrier interne, celui qui part au cabinet du président d'honneur avant 9h. Le bac est relevé par le chauffeur. Je connais son horaire, 8h17, 8h18 si la circulation est dense. J'ai quitté le bâtiment à 6h53 par la même porte. Le badge a bipé une seconde fois. Aucun regard. Sur le trottoir, j'ai enfin consulté la notification. Martine avait écrit « Il a demandé à relire le discours ce matin. Il passe à 9h10. Soyez toutes là. » Je me suis arrêté devant la vitrine d'une boulangerie. J'ai regardé mon reflet. Cheveux blancs tirés, manteau simple, mains fines. Une femme de 78 ans avec un sac cabas. Rien qui inquiète. À 7h02, j'ai envoyé ma réponse sur le groupe. Présente, j'apporte les archives annexes. J'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus, puis j'ai changé d'avis. Je n'ai pas attendu. Je suis parti à pied vers la place où il monte toujours la Seine. À 7h26, les barrières métalliques s'étaient déjà installées. 2 policiers municipaux fumaient en dos à la stèle. Un technicien réglait des câbles. Je suis passé sans qu'on me demande rien. Mon badge pendait, visible. Les gens voient un badge et cessent de voir la personne. Je me suis approché de l'estrade. Sur la table des intervenants, un porte-document en cuir était posé, fermé, avec une étiquette, son nom. Le même cuir que sur les photos, toujours. Le même soin à laisser ces objets au centre, comme un repère. Je n'ai pas touché le porte-document. Pas encore. J'ai levé les yeux vers la rangée de chaises réservées. La première portait une pancarte, président d'honneur.
La seconde, assistante, commission mémoire. Cette pancarte, c'est moi qui l'ai imprimée hier, sur l'imprimante de la mairie, avec la mise en page officielle. Et l'assistante, sur le papier, porte mon nom actuel, celui que j'utilise depuis des décennies, celui qu'aucun registre de guerre ne relie au mien. À 7h31, j'ai compris que le piège ne se refermerait pas à 11h. Il se refermerait à 9h10, quand il entrerait dans la salle 3B et qu'il me verrait déjà assise à sa droite. Je n'utilise pas le mot « avant » comme une nostalgie. J'utilise une chronologie, 1943. Région Est, zone administrative fluctuante. Les ordres changèrent de langue selon les semaines. Les uniformes aussi. Les opérations restaient pas les mêmes. Je revois la feuille, pas les visages. Une feuille tapée à la machine, encre noire, tampon humide, une liste de noms. Une colonne transfert, une colonne exécution, une colonne bien saisie. À côté, une signature courte, nette, sans tremblement. La sienne. À l'époque, il ne portait pas encore son nom actuel. Il en utilisait un autre plus fonctionnel. L'opération avait un code, pas un massacre, un code. Les hommes sont arrivés à 4h40. Camion léger, 2 motos, pas de sirène. Les bottes sur le gravier. Ils connaissaient l'adresse. Ils avaient le plan. Quelqu'un avait fourni le plan. Ma mère a ouvert avant qu'il frappe. Elle avait compris le rythme des tournées. Elle ne criait pas. Elle comptait. Ils sont entrés. Ils ont lu les noms, ils ont vérifié les papiers. Ils ont pris les bijoux dans une boîte en fer, sur une étagère. Ils ont pris l'argent, 320 Reichsmarks, noté sur un carnet. Ils ont pris la bague de mariage. Transaction. Mon père a demandé un reçu. Un des hommes a répondu que tout serait consigné. Il l'a dit calmement, comme un employé. Le responsable n'était pas celui qui tenait l'arme. Le responsable était celui qui tenait la liste. Je l'ai vu une seule fois, ce matin-là, dans l'embrasure de la porte. Pas un uniforme complet. Un manteau sombre, un carnet dans la main gauche. Il observait sans participer. Il faisait des vérifications. Il s'assurait que l'ordre était respecté. Il a prononcé un nom. Mon nom d'enfant. Il l'a prononcé correctement. À 5h12, ils ont fait sortir ma famille. Alignement contre le mur. Un voisin regardait derrière un rideau. Personne n'a bougé. Les rues étaient silencieuses. Silence utile. À 5h18, ils ont chargé mon père dans le camion. À 5h19, ma mère. À 5h20, mon frère. Je n'ai pas été chargé. Un homme a dit « trop jeune ». Un autre a dit « elle servira ». On ne parlait pas de survie, on parlait d'usage. Je suis resté dans la cour, immobile, pendant qu'ils refermaient dans les portes. Une femme du village a attendu 10 minutes avant de sortir. Elle m'a prise par le bras. Elle m'a emmené chez elle. Elle n'a pas posé de questions. Elle a lavé mes mains, elle a brûlé mes papiers. Le même jour, à 16h, la maison était déjà scellée. Les biens étaient déjà inventoriés. Le carnet suivait. La semaine suivante, j'ai entendu son nom dans une conversation de couloir, dans un bureau où l'on distribuait des autorisations. Il travaillait déjà avec l'administration. Il savait se rendre nécessaire. Après la guerre, les dossiers ont été déplacés. Les archives ont changé de ville. Les témoins ont changé de pays. Les noms ont changé de prononciation. Lui, il a changé de costume. 1949, réintégration. 1956, poste municipal. 1968, commission de mémoire locale. 1982, décoration. 1995, publication d'un livre sur le devoir de souvenir. Aujourd'hui, figure institutionnelle. Je l'ai vu apparaître progressivement dans les photographies officielles. Toujours au premier rang, toujours dans les cérémonies, toujours du bon côté de l'histoire selon les programmes imprimés. Moi j'ai effacé, j'ai vécu sous un autre nom. J'ai appris à signer différemment. J'ai appris à parler peu, j'ai appris à garder les dates exactes. La mémoire est une discipline, pas un récit. Je n'ai pas cherché la justice. La justice a des délais. La justice a des prescriptions. La justice a des commissions. J'ai cherché les procédures. À 72 ans, j'ai retrouvé une référence dans un registre numérisé, une initiale identique, un tampon identique, un transfert de dossier vers Paris en 1952. Une trace administrative, pas un souvenir. À 74 ans, j'ai demandé un accès en tant que bénévole à la commission mémoire. Personne ne refuse une vieille femme polie. À 76 ans, j'ai obtenu un badge. À 78 ans, j'ai placé une boîte dans une armoire A12. Le vol n'était pas seulement celui de ma famille, le vol était celui de sa transformation. Il a pris des vies, puis il a pris la place du témoin. Et ce matin, à 9h10, il ne vient pas relire un discours.
Il vient vérifier un dossier annexe intitulé « Opération N ». Il vient s'approcher volontairement de la seule personne qui sait encore lire sa signature d'origine. Et il ne sait pas que la chemise 2 contient un document qui n'a jamais existé dans les archives, jusqu'à ce que je le crée pour lui. À 8h54, je suis déjà dans la salle 3B. Martine ajuste des piles de programmes. 2 autres bénévoles parlent d'un traiteur. Personne ne me regarde longtemps. Je suis assise à la place réservée à l'assistante. Devant moi, le classeur de suivi, fermé. À ma gauche, une bouteille d'eau. À ma droite, une chaise vide, celle du président d'honneur. Je connais ses horaires depuis 6 mois. Lundi, cabinet, 10h. Mercredi, entretien radio, 17h30. Vendredi, visite scolaire, 14h. Chaque premier samedi, commémoration, dépôt de gerbes, photos. Les routines sont des contrats tacites. Ils ne les changent pas. Les gens respectés ne changent pas leurs habitudes. À 9h07, le couloir se tait. Le bruit des pas est distinct, pas pressé, semelle rigide, un accompagnateur derrière. À 9h10, il entre. Costume sombre, écharpe de laine, dossier sous le bras. Il incline la tête vers Martine, geste automatique. Il serre 2 mains. Il dit « Merci pour votre travail ». Sa voix est stable, la même que dans les interviews. Il tourne enfin les yeux vers moi. Je ne me lève pas trop vite. Je me lève comme une femme âgée. Appui léger sur la table, mouvement ralenti, inoffensif. Je tends la main. Il hésite une fraction. Puis il serre. Sa paume est sèche, sa poignée est ferme. Un réflexe de contrôle. Je dis simplement « Bonjour monsieur. Je suis chargé des archives annexes ». Il répète mon nom actuel, lu sur la pancarte. Il ne reconnaît rien. Pas encore. À 9h13, il demande à relire le discours. Martine ouvre le dossier officiel. Il corrige une phrase. Il ajoute un mot « dignité ». Il aime ce mot. Puis, pas comme prévu, son regard tombe sur le classeur de suivi. Il lit la ligne que j'ai inscrite. Dépôt exceptionnel, dossier annexe, opération N, à intégrer au discours. Je vois la micro-réaction. La paupière inférieure se contracte. Pas plus. Il ne pose pas la question directement. Il contourne. Qu'est-ce que c'est que cette annexe ? Martine hausse les épaules. Un dépôt arrivé ce matin. Je n'ai pas encore regardé. Il me regarde. Je réponds avant qu'il parle. Une ancienne référence retrouvée dans des registres paroissiaux. Rien de certain. Mais le titre correspond à une opération de 43. Je prononce l'année comme un chiffre, pas comme une accusation. À 9h16, il ne s'assoit pas. Il reste debout. Je voudrais voir. Je me lève, je vais à l'armoire A12. La clé est sur mon badge. Personne ne s'étonne. Une vieille bénévole avec une clé, c'est normal, j'ouvre. Je prends la boîte, je la pose sur la table, entre lui et moi. Il ne touche pas tout de suite. Il attend que je l'ouvre. Je retire la chemise 1, copie anodine, plan, correspondance officielle. Je retire la chemise 2, papier plus épais. En-tête ancien. Tampon, signature, sa signature d'origine. Je l'ai reconstituée à partir de 3 fragments retrouvés dans des archives départementales. J'ai entraîné ma main pendant des semaines. J'ai utilisé une encre identique. J'ai vieilli le papier avec une méthode simple. Chaleur contrôlée, humidité, poussière de carton. Ce document n'existait pas. Mais il est plausible. La plausibilité est une arme administrative. Il le lit. Son visage reste immobile. Seule sa gorge bouge, une déglutition sèche. Il relève les yeux. « Où avez-vous trouvé ça ?» Je réponds. « Dans un fond non classé. Il y a encore beaucoup de choses qui dorment. » Je laisse un silence. Il referme la chemise trop vite. À 9h19, il change de sujet. Il parle du déroulement de la cérémonie. Il demande si la presse sera là. Il redevient institutionnel. Mais je vois que quelque chose s'est déplacé. Le soir même, à 22h14, je poste une lettre anonyme dans une boîte de la rue Vaugirard. À l'intérieur, une photocopie floue du tampon. Aucune menace. Aucun mot de trop. Seulement une date. 05h18. 2 jours plus tard, un objet disparaît de son bureau. Une médaille posée sur une étagère depuis 15 ans. Personne ne l'a prise. Je la récupère dans un tiroir de la salle 3B, là où je l'ai déplacée pendant la pause café. Il la cherchera. Il pensera à un oubli. Puis à une erreur, puis à autre chose. La semaine suivante, un livre de sa bibliothèque tombe au sol sans raison apparente. Son propre ouvrage, édition 1995. Une page marquée. Chapitre 4, les zones d'ombre. Je n'étais pas dans la pièce, mais la page est ouverte. À partir de ce moment, il commence à vérifier les serrures 2 fois. Il demande à son assistante si quelqu'un est entré. Elle répond non. Il consulte un médecin pour des troubles du sommeil.
Le médecin parle de fatigue. Il ne parle pas de 1943. À 7h30, un matin, il reçoit un appel d'un journaliste local. « Monsieur, nous avons reçu un dossier anonyme évoquant une opération appelée N. Vous souhaitez commenter ?» Il raccroche sans répondre. À 9h10, il revient à la mairie sans prévenir. Il exige de revoir la boîte. Martine panique. Elle me cherche du regard. Je suis déjà là. Je sors la boîte. Je l'ouvre. La chemise 2 est vide. Je laisse passer une seconde. Je dis calmement « C'est étrange. Vous l'avez vu vous-même. » Son visage se fige. Il comprend alors que le dossier n'était pas seulement une archive. C'était un test. Et quelqu'un, ici, sait exactement ce qu'il cherche. À 9h12, il ne crie pas. Il ne hausse pas la voix. Il garde la posture d'un homme habitué aux salles officielles. Mais ses doigts restent sur le bord de la boîte trop longtemps. Martine répète « Je ne comprends pas. C'était là. Je ne dis rien. » Le silence force les autres à remplir. Une bénévole propose « Peut-être un problème de classement. » Il répond sèchement « Non, un mot unique, un refus. » À 9h15, il demande l'accès aux armoires. Martine hésite, il insiste. Il cite son rôle, il cite la cérémonie, il cite la responsabilité morale. On lui donne la clé. Il ouvre A12, il fouille sans méthode, il déplace des cartons, il oublie la symétrie. Les hommes respectés ne fouillant pas. Ils ordonnent, là, ils fouillent. À 9h22, il trouve la chemise 3, correspondance anodine. Il la lit comme si elle contenait autre chose. Ses yeux cherchent un piège dans le banal. Je regarde sa nuque. Les cheveux sont plus fins. La peau est tendue. L'âge n'efface pas les réflexes. Il se redresse. Qui a déposé ce dossier ? Martine me désigne naturellement. Je réponds. Dépôt interne, fonds non classés. Il fixe mon visage. Il tente de replacer. Il ne peut pas. Mon nom actuel ne l'aide pas. Mon apparence non plus. Il se tourne vers Martine. Faites un rapport, immédiatement. À 9h30, il quitte la salle. Il ne salue personne. À 9h47, je reçois un message sur le groupe. Réunion exceptionnelle à 14h. Sujet, incident archive. Je ne réponds pas. Le démantèlement commence toujours par un incident mineur. Un objet manquant. Un doute administratif. La première fissure. À 11h, la cérémonie se déroule. Il monte sur scène. Il lit son discours. Sa voix est correcte. Mais il saute une phrase sur les zones d'ombre. Personne ne remarque. La presse photographie. Les élus applaudissent. Moi, je reste au second rang, badge visible, main jointe. À 13h58, la réunion commence. Salle de A, présence du directeur de cabinet, d'un adjoint municipal, de Martine, de 2 responsables associatifs. Il est là, assis au centre. Je suis au fond. Le directeur parle de confusion, de dossier déplacé, de nécessité de rigueur. Lui intervient. Ce dossier n'est pas une confusion. Il porte un intitulé précis. Il évoque une opération de guerre. Je demande qu'on identifie l'origine. Un responsable associatif répond « Monsieur, avec tout le respect, il y a beaucoup de documents qui circulent. Des familles déposent parfois des copies. » Il coupe. « Non, pas celui-là. » Son ton est sec, trop personnel. Le directeur note quelque chose. Première erreur, il montre que cela le concerne. À 14h21, je parle pour la première fois. Il existe encore des fonds non inventoriés. Des documents peuvent ressurgir. Cela arrive. Ma voix est plate. Technique, il me regarde immédiatement. Vous. Comment vous appelez-vous ? Je donne mon nom actuel. Il le répète. Il n'y trouve rien. Mais il insiste. Depuis quand travaillez-vous ici ? 2 ans, bénévole. Avant ? Je marque une pause calculée. Avant, j'étais ailleurs. Réponse exacte. Inattaquable. À 14h34, l'adjoint municipal propose une hypothèse. Peut-être une manœuvre politique. Vous avez des ennemis, monsieur, avec les élections. Il saisit l'offre. Oui, c'est possible. Deuxième erreur, il accepte une explication commode parce qu'elle le protège. À partir de ce moment, il accuse un opposant imaginaire. Il se déplace sur un terrain contemporain. Moi, je reste sur 1943. Le soir, à 19h06, un article apparaît sur un blog local. Un dossier trouble aurait été découvert avant la cérémonie. Incident étouffé ? Je n'ai pas signé, je n'ai pas envoyé directement. J'ai utilisé un relais, un ancien journaliste amer, contacté sous prétexte de recherche historique. À 22h40, il appelle le directeur de cabinet. « Faites retirer ça », le directeur répond. « Ce n'est aucun blog », il raccroche. À partir de là, il commence à se méfier de tout. Il change ses mots en public. Il évite certaines dates. Il annule une interview. Il demande à son assistante de filtrer les courriers. Mais les lettres continuent.
courte, sans menace, seulement des détails impossibles. Le gravier dans la cour, la boîte en fer sur l'étagère, 320 Reichsmarks. Il ne peut pas comprendre comment quelqu'un sait. Alors il commence à douter de lui-même. À 3h12, une nuit, il se lève et vérifie un tiroir. Son épouse se réveille. « Qu'est-ce que tu cherches ?» Il répond. « Rien. » Mensonge automatique. Le lendemain, il contacte un ancien collègue, aujourd'hui sénateur. « Tu te souviens de l'opération N ?» Silence au téléphone, puis « Ne prononce jamais ce nom. » Troisième erreur, il réactive son réseau de protection. Et son réseau laisse une trace. À 8h05, je reçois un appel sur la ligne de la mairie. Une voix masculine, inconnue. « Madame, cessez vos recherches. Vous ne savez pas où vous mettez les pieds. » Je réponds simplement. « Je sais exactement. » Il raccroche. Je note l'heure. Je note l'indicatif. Je note la respiration. Ce n'est plus un incident. C'est une intervention. Et cela signifie une seule chose. Je ne suis plus seulement une bénévole invisible dans une commission. Je suis déjà entré dans leur cercle fermé. Et eux viennent de confirmer par cet appel que le dossier manquant existait bien quelque part avant que je le fabrique. À partir de l'appel, je change de rythme. Le plan ne consiste pas à exposer un crime. Le crime est ancien. Le crime est prescrit. Le crime est déjà dissous dans les archives. Le plan consiste à provoquer une rupture de confiance, une rupture institutionnelle, une rupture publique. À 6h, 3 jours plus tard, je suis dans la salle informatique de la mairie. Accès réservé aux bénévoles pour numérisation. Personne ne surveille une vieille femme qui scanne des photos. Je connecte une clé USB. Elle contient un dossier intitulé « Sauvegarde discours 2026 ». À l'intérieur, un fichier audio. Je l'ai obtenu autrement. Un enregistrement ancien, restauré, une bande de 1944, captée par un réseau de résistance. Une conversation administrative. Des noms, des horaires. Une voix jeune, nette, qui prononce « Opération N terminée. Les biens sont consignés. Les enfants inutiles seront transférés. » La voix est la sienne. Il n'y a pas d'émotion dans la bande, seulement une logistique. Je n'ai pas besoin de convaincre tout le monde, je dois convaincre une seule personne, un procureur. À 6h18, je copie le fichier sur l'ordinateur du service communication, celui qui prépare les vidéos commémoratives. Puis je fais une chose simple, je programme l'envoi automatique. À 11h05, juste après son discours, le fichier partira par mail à 3 journalistes nationaux, 2 historiens, un avocat spécialisé et au parquet. L'objet du mail, pièce annexe, opération N, faut qu'on pose voix identifiée. Le corps du message est neutre, aucun commentaire. À 7h40, je suis assise dans un café en face de la mairie. Je bois un espresso à 2,10 €. Je regarde les allées et venues. À 9h12, il arrive pour une réunion privée avec le maire. Costume impeccable, sourire contrôlé. Mais ses yeux balayent l'entrée. Il cherche. À 9h30, il monte. À 10h02, je reçois une notification. Un technicien du service informatique a ouvert le dossier sauvegarde discours 2026. Il a cliqué. Il a écouté 20 secondes. Il a refermé. À 10h15, le directeur de cabinet appelle le service communication. Supprimer tout ce qui concerne Opération N. Panique contenue, ils savent. Mais ils ne savent pas où. À 10h58, la cérémonie commence. Il monte sur scène. Il lit plus vite que d'habitude. Il évite les pauses. Il serre le pupitre comme un appui. À 11h03, il termine. Applaudissements. Flash. À 11h05, exactement, l'envoi automatique se déclenche. Je ne suis pas devant un écran. Je suis derrière la foule. Je regarde seulement son visage quand son téléphone vibre. Une seconde, puis une deuxième vibration. Puis une troisième. Les journalistes reçoivent. Les historiens reçoivent. Le parquet reçoit. Son assistante pâlit en lisant l'objet. Elle lui tend l'écran. Je vois la micro-rupture. Ses lèvres se desserrent. Son regard se vide d'une fraction. Il comprend immédiatement que ce n'est pas un blog. Ce n'est pas une lettre. C'est une pièce. À 11h09, il quitte l'estrade sans saluer. À 11h12, le maire tente de le retenir. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il répond « Rien. Problème de santé. Mensonge institutionnel. » À 11h20, déjà, un journaliste s'approche d'un historien invité. « Vous avez reçu ça ?» L'historien ne répond pas. Mais son silence est un aveu. À 11h47, un article sort sur un site national. Une figure morale de la mémoire accusée par un enregistrement inédit. À 12h03, le parquet ouvre une enquête préliminaire. Le mot prescription n'apparaît pas encore.
Le mot complicité, oui. À 12h40, ses soutiens appellent. Certains ne tombent même pas sur lui. D'autres raccrochent vite. À 13h15, il est convoqué pour un entretien officieux. À 14h, sa fondation suspend ses activités par précaution. À 14h22, un sénateur publie un communiqué « Je découvre avec stupeur, rupture immédiate. Personne ne protège un homme qui devient un risque. » À 15h10, il rentre chez lui, volet clos, pas de presse à l'intérieur. À 15h42, je suis dans la salle 3B, seul. Je récupère la médaille que j'avais déplacée. Je la pose dans la boîte, je ferme. Je laisse la boîte dans l'armoire A12, comme une preuve, comme un cercueil administratif. À 16h30, je reçois un dernier message du groupe Commission. Police judiciaire sur place demain. Ils veulent interroger tout le monde. Je lis sans réaction. À 16h31, je comprends que la dernière étape n'est pas l'enquête. La dernière étape est ce qu'il fera, lui, quand il réalisera qu'il ne peut plus fuir dans la réputation. Et à cet instant précis, mon téléphone vibre à nouveau, un numéro inconnu. Je décroche. Une voix basse dit seulement « Vous n'êtes pas celle que vous prétendez être ». Silence. Puis, « Nous avons retrouvé votre vrai nom. » Je ne réponds pas au téléphone. Je coupe l'appel. À 16h34, je retire la carte SIM. Je la casse en deux. Je la jette dans une poubelle publique à 3 rues. À 17h10, je rentre chez moi. Appartement simple, rideau fermé, aucun objet inutile. Les archives sont dans une valise sous le lit. Je n'allume pas la télévision. Je consulte seulement les flux. 18h02, enquête ouverte. 18h11, suspension des fonctions honorifiques. 18h27, témoignage ancien recherché. 19h05, la voix de l'enregistrement serait authentifiée. Les institutions font ce qu'elles font toujours. Elles protègent leur propre stabilité avant la vérité. Lui, désormais, n'est plus stable. À 21h40, il sort de chez lui pour la première fois depuis l'article. Capuche, pas de chauffeur. Il marche vite. Un homme de 90 ans qui marche vite n'est pas un homme libre. Il va à l'endroit où il pense que tout a commencé. La mairie. À 22h12, les caméras de surveillance enregistrent son entrée par une porte secondaire. Il a encore des clés. Les figures morales gardent toujours des accès. À 22h19, il descend au sous-sol. Local archive. Lumière automatique. Il cherche la boîte. Il la trouve. Il l'ouvre. La médaille est là. Il la prend. Il croit comprendre un message. Mais il ne comprend pas le dernier. À 22h31, il entend un bruit derrière lui. Il se retourne. Ce n'est pas moi. C'est un agent de sécurité alerté par un mouvement inhabituel. « Monsieur, qu'est-ce que vous faites ici ?» Il reste figé. L'agent voit la boîte, il voit les chemises, il voit la médaille. Le lendemain, cela deviendra tentative de destruction de preuves. À 22h33, il parle trop vite. Vous ne savez pas, c'est un complot. L'agent appelle la police municipale. À 22h51, 2 agents arrivent. Ils constatent. Ils prennent des photos. Ils rédigent. Un homme respecté, pris dans un sous-sol avec des archives sensibles, ne contrôle plus le récit. À 23h10, il est raccompagné dehors. Les gyrophares ne sont pas nécessaires. Le scandale suffit. Le lendemain, 7h, la presse est devant chez lui. À 9h15, le parquet annonce une audition. À 10h40, son épouse quitte la maison avec une valise. À 12h, ses anciens alliés se taisent. Le silence change de camp. À 14h30, une historienne publie une tribune. Nous avons trop longtemps confondu mémoire et blanchiment. À 18h05, un procureur prononce son nom complet à la radio avec ses identités successives. Ce que j'attendais depuis 1943, la continuité administrative. L'homme qu'il était, rattaché à l'homme qu'il prétendait ne pas être. À 23h50, il est seul. Pas de tribune, pas de micro, pas de stèle. Seulement un appartement fermé et des murs qui ne répondent pas. 2 jours plus tard, on annonce qu'il a été hospitalisé. Officiellement, malaise, officieusement, rupture. Je ne commande pas. Je fais ce que j'ai toujours fait. Je range. À 6h20, je retourne une dernière fois à la salle 3B. Personne n'est là. La police viendra plus tard. Je retire mon badge. Je le pose sur la table. Je prends la boîte. Je ne l'emporte pas. Je la laisse ouverte, comme un dossier enfin accessible. À 6h27, je sors. Je marche sans précipitation. Personne ne me suit.
À 7h05, je suis à la gare. Billet acheté en espèces, 47 euros. Destination. Une ville moyenne, sans lien, sans archives, sans passé. Je m'assois. Le train part à 7h32. Je regarde les quais s'éloigner. Il n'y a pas de satisfaction. Il n'y a pas de vide. Il y a seulement une opération terminée. La guerre n'a jamais cessé. Elle a changé de forme. Elle s'est déplacée dans les dossiers, dans les cérémonies, dans les silences tintants transmis. J'ai attendu une vie entière pour activer la dernière étape. Et maintenant que son nom s'effondre partout, je comprends une chose précise, froide. Je ne l'ai pas détruit. Je l'ai simplement replacé exactement là où il avait toujours été, dans un registre. Sous la bonne colonne, fin.